Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour démarrer notre 23e Delville Academy. Alors, beaucoup d'entre vous nous connaissent, donc je ne vais pas refaire le pitch sur Delville Management, si ce n'est que nous sommes présents en France avec Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg et en Europe avec Munich et Milan. La Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous. Et nous avons donc le plaisir de recevoir ce matin Jacques Rivoal. Donc Jacques a été chairman du Rugby World Cup France 2023. Il a connu des situations de crise puisqu'il a été également président du groupe Volkswagen France de 2010 à 2018. Il a dû gérer le Dieselgate. Puis, en tant que président du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023, il a été confronté à une grave crise de gouvernance à un an de l'événement. Le leadership du manager en situation de crise, c'est ce dont va nous parler ce matin Jacques. Donc, pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&A en haut de votre écran et nous y répondrons à la fin. Jacques, je te laisse la parole. Merci Delphine, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je commencerai mon petit propos par la remarque suivante. Il faut que vous sachiez que dans mon environnement personnel, on me dit dorénavant, dis-nous Jacques, dans quel secteur tu vas te fixer un nouveau challenge, parce que comme ça on saura surtout où il ne faut pas aller, et si on est dans ce secteur, on s'enfuira en courant. Donc bien sûr, c'est un petit joke pour introduire mon intervention, mais il est vrai que j'ai vécu deux expériences qui m'ont marqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un nouveau challenge, et je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Ça consiste à organiser une Coupe du monde de foot unifiée. Donc, mais j'ai vécu, et tout se passe bien dans ce nouveau challenge, donc c'est vraiment un joke, mon introduction. Et donc, mais il est vrai que j'ai vécu deux expériences qui m'ont marqué, et je suis ravi de pouvoir partager cette expérience. Alors moi, je ne suis pas un consultant ou un spécialiste de la gestion de crise, mais ce que j'apprécie de faire, c'est de faire un retour d'expérience, un témoignage auprès de pairs, je dirais, de gens qui sont en responsabilité dans des entreprises, pour vous livrer un certain nombre d'enseignements, de témoignages qui, je pense, peuvent être utiles pour vous, avec peut-être un peu d'enseignement très concret, une sorte de boîte à outils sur les bons réflexes en situation de crise. Alors les deux grandes expériences que j'ai vécues, la première, c'est ce que les médias ont appelé le Dieselgate, lorsque j'étais président du groupe Volkswagen en France. Et puis après, il se trouve que par le biais des hasards de la vie, je me suis retrouvé être le président du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby. Et là, comme l'a dit Delphine, j'ai été confronté à un grave problème de gouvernance près d'à peu près un an de l'événement, donc ce que je vais appeler moi le Rugby Gate. Donc Dieselgate, Rugby Gate, deux crises, alors des crises très lourdes, très différentes bien sûr dans leur nature. La deuxième, elle est encore un peu fraîche, j'ai un peu moins de recul, mais la première, le Dieselgate, elle est déjà plus ancienne, il y a une dizaine d'années, et elle a été très riche d'enseignements. Et donc moi, mon propos, c'est pas, encore une fois, de rentrer sur les sujets techniques de gestion ou de communication de crise, mais c'est plus de partager avec vous un certain nombre d'expériences sur le leadership d'un manager qui est confronté à une situation de crise, comment son leadership est impacté. Alors, cette première crise chez Volkswagen, j'étais à l'époque, on était en 2015, j'étais à l'époque président du groupe Volkswagen depuis 2 ans. J'avais été nommé après avoir été patron de la marque, tout allait bien, j'avais renouvelé mon équipe, les résultats étaient très bons, on avait explosé les résultats en termes de part de marché, tout se passait bien. Et puis, il se trouve qu'un jour, lors d'un déjeuner dominical, où j'ai une mauvaise habitude que me reproche régulièrement mon épouse, c'est de continuer à consulter mes mails pendant les week-ends, je vois tomber un mail sur mon BlackBerry à l'époque, et je regarde ce mail, je vais vous le lire. Donc le mail disait la chose suivante: le groupe Volkswagen reconnaît avoir installé sur certains de ses moteurs EA189 aux États-Unis un logiciel permettant d'optimiser les conditions d'émission en situation de test. Les véhicules concernés restent bien sûr sûrs et de parfaite qualité. Le groupe s'engage à collaborer étroitement avec les autorités judiciaires aux États-Unis. Donc je lis ce mail et je me retourne vers mon épouse et je dis: oh là, bigre, je pense que ça va faire du bruit ce truc. Elle me demande de lui lire. Elle me dit: mais t'es fou, ça va pas faire du bruit, c'est une véritable bombe atomique. Et donc c'est ainsi qu'a démarré ce qui a été pour moi l'affaire du Dieselgate, qui a été probablement ma plus belle expérience, ma plus grande expérience en termes de management de crise. Alors je le quitte ensuite Volkswagen en 2017.
Encore une fois, par le biais des hasards des rencontres de la vie et par passion, cette passion pour le rugby, je suis devenu président du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby. On était en 2018. C'était un poste statutaire avec aucune responsabilité opérationnelle. J'avais un directeur général qui était considéré comme l'expert du sujet et qui avait toutes les responsabilités exécutives. On était en 2018. 2019, 2020, 2021, jusqu'en 2022, tout va bien. L'événement, a priori, semble être bien préparé. L'événement devant avoir lieu en 2023. Et puis en juin 2022, l'équipe, le fameux journal sportif, titre un article en disant le directeur général de la Coupe du monde de rugby exerce un management par la terreur. Donc vous imaginez le buzz que génère cet article. L'État demande ce qui se passe. World Rugby, Fédération internationale de rugby, propriétaire de l'événement également. Et là, on se rappelle qu'il y a un président. Il y a des burn-out de collaborateurs, des démissions en série de collaborateurs. Donc on se rappelle qu'il y a un président, certes non exécutif, mais néanmoins qui est là, à qui on demande d'aller voir un peu ce qui se passe. Je découvre donc que, tout en étant président bénévole de cette opération, de cet événement, j'encours le risque pénal par la mise en danger de la sécurité et de la santé des salariés. Si un collaborateur décidait de se jeter sous un train, c'était moi qui concourais le risque pénal. Donc je suis amené à m'impliquer beaucoup plus et le président non exécutif, qui était un peu une reine d'Angleterre en quelque sorte par rapport à cet événement, je suis condamné à mettre les mains dans le cambouis. Et là, je découvre un certain nombre d'horreurs en termes de management par mon directeur général, que je suis condamné à licencier, à réorganiser, donc à le remplacer, à réorganiser la gouvernance, à m'impliquer, parce que l'État, du coup, me demande de devenir un président tout à fait opérationnel. Donc je m'implique à plein temps sur cette opération et pendant à peu près 1 an et demi, jusqu'à la livraison de l'événement, j'ai travaillé à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était une opération très très lourde en termes de réorganisation. On a remis sur les rails l'organisation de cette Coupe du Monde, que vous avez probablement tous vécu, qui a été en septembre et en octobre 2023 un grand succès sportif et populaire et en termes d'organisation. Voilà donc les deux crises que j'ai eu à vivre. Donc pour moi, ça a été des expériences personnelles très 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 particulières et très lourdes. J'ai vécu ces deux crises, j'en suis maintenant sorti et j'ai eu l'envie de lever la tête, de consulter, de lire un peu tout ce qui s'est passé, d'observer, de benchmarker, de regarder tout ce qui s'est passé en termes de crise. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement les crises, il y en a de plus en plus, il y en a encore aujourd'hui plein dans l'actualité. Et finalement les crises, souvent, alors elles sont toutes bien sûr différentes, mais elles suivent néanmoins un certain process. Il y a des choses qui se répètent. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens, des patrons en situation de crise qui s'en sortent bien, malgré la complexité de la crise à laquelle ils sont confrontés, et d'autres qui répètent systématiquement les mêmes erreurs. Donc c'est ça qui m'a frappé, et donc j'ai voulu en tirer des enseignements que je vais essayer de vous partager. Alors d'abord, il faut s'interroger sur la définition d'une crise. Alors pour moi, une crise, c'est un événement brutal qui a des effets négatifs sur l'image de l'entreprise. L'entreprise se retrouve projetée sur le devant de la scène, et il y a une rupture très forte, une rupture de continuité des activités visuelles, avec la remise en cause d'un équilibre existant. Dans le cadre de Volkswagen, tout se passait bien. Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby, tout se passait bien. Et d'un seul coup, tout était réglé. Et donc, le manager a été confronté à une vraie notion de gravité, avec une double contrainte qui s'impose à vous. C'est d'une part l'urgence. Vous devez agir dans l'urgence. Et l'incertitude sur les résultats des actions que vous allez entreprendre. Alors, le Dieselgate, c'est probablement the crisis en termes d'industrie et d'économie. C'était une crise vraiment à 360 degrés. D'abord, il y avait le sujet de l'environnement, la pollution, qui était un sujet déjà à l'époque hypersensible, qui l'est encore plus aujourd'hui. L'automobile, un produit qui déchaîne bien sûr les passions. L'entreprise, avec ce qu'on reprochait à l'entreprise Volkswagen à l'époque, qui était la recherche du profit en voulant être le numéro 1 mondial. Une dimension financière, le chute de l'action Volkswagen. On s'interrogeait à l'époque si l'entreprise allait survivre à cette crise. Et puis bien sûr la dimension éthique, morale, sur la gouvernance, avec des notions de triche et de non-respect de la réglementation. On était même tombé dans les poncifs de l'anti-germanisme primaire, puisqu'il y a un ministre de l'économie de l'époque, je ne citerai pas son nom par pudeur, qui avait parlé du retour des casques à pointe. Alors, le Rugbygate, c'était une autre dimension, parce que la Coupe du monde de rugby, c'est
troisième grand événement sportif, hein, après les Jeux Olympiques et après la Coupe du Monde de foot. C'est le troisième grand événement sportif, avec des pouvoirs publics qui, là, sont directement, très fortement impliqués. Surtout qu'à l'époque, en juin 2022, souvenez-vous, on sortait d'une finale de la Ligue des Champions de foot qui avait eu lieu au Stade de France et qui avait été un vrai désastre en termes d'organisation, un vrai fiasco avec des problèmes de billets, des faux billets, des problèmes de transport où les RER étaient en grève. Il y avait eu des supporters anglais qui avaient été agressés. Ça avait été un désastre en termes d'organisation. La presse anglo-saxonne était tombée sur la France en disant, vous voyez les Français, comme d'habitude, vous faites les coqs et vous êtes incapables d'organiser une finale de Ligue de champions de foot, alors que vous prétendez pouvoir organiser dans les années qui viennent la Coupe du Monde de rugby d'abord et ensuite surtout les Jeux Olympiques. Donc vous pouvez imaginer que les pouvoirs publics français, l'État français, que ce soit l'Élysée, Matignon et le ministère des Sports étaient très, 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 très sur notre dos pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc, il y a également, dans la préparation d'un grand événement sportif, de nombreuses parties prenantes. Donc, le problème d'un management par la terreur pour un groupement d'intérêt public, c'était bien sûr une notion très, très délicate à assumer. Donc, il y avait une pression très, très forte de tout l'environnement sur ce qui se passait dans ce cadre de la Coupe du Monde de rugby. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de traiter avec vous les notions de psychologie du dirigeant face à la crise. Finalement, qu'est-ce que va vivre un dirigeant lorsqu'il va être confronté à une crise? Alors, la crise, pour un dirigeant, il faut bien être conscient que c'est d'abord un électrochoc. C'est un véritable traumatisme, c'est une somme d'épreuves auxquelles vous êtes confronté. Alors, il y a une première dimension qui m'avait frappé, c'est que vous êtes confronté à un déferlement de mauvaises nouvelles. On pourrait quasiment employer le mot de tsunami. Vous avez un amoncellement des difficultés complexes, avec une notion d'urgence, encore une fois, qui vous dépasse. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que vous avez cette notion de dérèglement, de rupture dans un système qui était souvent huilé. Chez Volkswagen, l'entreprise allemande, vous pouvez imaginer que les choses étaient organisées. Lorsque le Dieselgate s'est produit, tout a explosé. Ce système huilé ne répondait plus et il y avait même un risque de désagrégation du système. Vous êtes confronté tous les jours à que des inputs négatifs, ce sont des menaces, des replis, des échecs, des mauvaises nouvelles, des rebondissements aggravants, rien ne marche, tout se détériore, il ne subissait que des agressions négatives, que du négatif. Pour prendre un exemple, lorsque j'ai vécu le Dieselgate, dans la même journée, j'avais le personnel qui venait me voir et qui me disait, mais chef, on va fermer. Avec ce qu'on raconte dans la presse, c'est clair que l'entreprise va disparaître. Les distributeurs, les concessionnaires étaient debout sur les barricades. Ils m'interpellaient en disant, vous nous avez ruinés avec vos conneries de logiciels. La presse, donc mon responsable de la presse me venait me voir, me disait, mais chef, tout le monde vous veut. Les matinales de radio, le 20h de TF1, tout le monde veut choper l'homme de Volkswagen en France pour vous, bien sûr, vous mettre sur le grill sur le sujet. Bien sûr, on n'acceptait pas d'y aller. Je passe dans les services relations clientèle et là on me dit le standard a explosé. Nous sommes submergés de courriers des clients. Bien sûr, je me dis, je vais appeler ma maison mère, je vais appeler mes bons Allemands de Wolfsburg chez Volkswagen. Et là, abonné absent, personne ne répond. Et le seul message qu'on me cascade, c'est no comment. Vous avez l'interdiction de parler. Donc avec ça, je suis servi. La justice se met en branle. Vous êtes confronté aux avocats. Il vous faut rentrer dans un monde qui est quand même un monde que vous ne pratiquez pas de façon quotidienne, comme vous êtes patron d'une entreprise. Les pouvoirs publics se mettent en branle. Vous êtes convoqué au ministère. Vous êtes convoqué à l'Assemblée nationale pour des auditions. Voilà, tous les inputs que vous avez à vivre dans la journée. Vous rentrez chez vous le soir après votre journée harassante. Et là, vous avez votre fille qui à l'époque était encore à la maison, jeune adulte, et qui me regarde et qui me dit « Mais papa, tu savais ?» Voilà, donc c'est le genre d'input que vous recevez toute la journée, donc c'est quelque chose qui est compliqué. Et dans un autre domaine, pendant la Coupe du Monde, quand j'ai été amené suite à cet article et à la sollicitation à la fois de World Rugby et du ministère des Sports, je suis allé voir un peu ce qui se passait. Moi, j'avais pas de bureau, j'y allais pas tous les jours, j'avais 3-4 conseils d'administration uniquement à animer dans l'année. Donc je suis allé voir un peu ce qui se passait. Et là, j'ai eu des collaborateurs qui m'ont pris par le bras, qui m'ont entraîné dans les toilettes, dans les escaliers, en larmes, et en me disant, mais écoute, il faut que tu nous crois, mais ce qui est écrit dans l'article est vrai. Et la réalité est même au-dessus de cette réalité, de cet article. Ce type est cinglé, c'est un fou, on va dans le mur, on va partir, la Coupe du Monde va être un désastre. Donc ils m'ont appelé au secours, ils m'ont dit, je me rappelle de ces mots très forts, ils m'ont dit, libère-nous de ce tyran.
Donc, quand vous ressortez de ces inputs-là, vous voyez, chez Volkswagen, dans le Rugbygate, ce sont des sujets qui sont des émotions. Vous êtes traversé par des émotions, ce pas des sujets neutres et sans impact émotionnel. Et donc, ces notions d'émotion, ça nuit à votre lucidité. Parce qu'en fait, vous êtes frappé par des sentiments d'angoisse, de peur, de panique. À un moment, vous passez dans l'euphorie, la déprime, la colère, la solitude, la culpabilité, en vous demandant mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? Et donc, cette émotion, elle vous perturbe et ça nuit à votre lucidité. Vous n'avez plus de repères et vous êtes dans l'inconnu. En fait, vous rentrez dans des phases que vous n'avez jamais vécues. Donc, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est pire que l'incertitude. Parce que l'incertitude, quand vous êtes patron, vous êtes habitué à gérer l'incertitude. Vous faites toujours des plans, des budgets, des plans triennaux. La réalité n'est jamais exactement ce que vous avez prévu. Donc, vous devez toujours réagir, mettre en place des plans de correction. L'incertitude, ça fait partie du business quotidien. Mais l'inconnu, c'est autre chose. L'inconnu, c'est quelque chose que par définition, vous ne connaissez pas et qui est très stressante. Et donc, le problème, c'est pas tellement la charge de travail. On est habitué en tant que patron à travailler beaucoup, mais c'est ce stress et cette angoisse de l'inconnu. Et dois que je vous dire, moi, mon sentiment quand j'étais chez Volkswagen en 2015, c'est que j'avais l'impression d'être un dirigeant qui était un boxeur KO debout. Je revenais au bureau après les événements, après ce fameux mail, et en fait, je réagissais, mais de façon un peu mécanique. J'étais comme un chaos debout. J'avançais, mais je réagissais plus, en fait. Et il se trouve qu'un week-end, je consulte des notes à mon bureau à la maison, et je trouve sur un petit document qu'on avait eu lorsque j'étais chez Renault, j'avais eu un petit séminaire sur l'interculturel entre les Français et les Japonais à l'occasion de l'alliance avec Nissan, et il y avait eu un petit passage qui expliquait effectivement qu'en situation de crise, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de la fourmi, vous travaillez, vous levez pas la tête, vous travaillez comme une brute, c'est bien sûr pas la bonne solution. Et puis la bonne stratégie, c'est la stratégie du gladiateur. Et la stratégie du gladiateur, c'est quoi? Le gladiateur, c'est quelqu'un qui rentre dans une arène, qui a une chance sur 100 de s'en sortir, mais il ne pourra s'en sortir que s'il se met en mouvement et qu'il tape et qu'il avance. Et donc, je suis revenu au bureau le lundi matin et j'ai dit à mes équipes, eh ben voilà, on va se mettre en situation, non plus d'être des boxeurs KO debout, mais on va te mettre en situation du gladiateur, on va se mettre en mouvement et on va réagir. Parce que finalement, le dirigeant, on est tous conscients de ça, le dirigeant, il incarne l'entreprise. Il définit la culture de l'entreprise, il incarne la responsabilité, la confiance et le respect. Et tout le monde se tourne vers nous. Tout le monde se tourne vers lui. Si vous faites la tronche le matin en arrivant, c'est évident que les gens vous disent, ça y est, il a eu des mauvaises nouvelles toute la nuit, ça va être un désastre, l'entreprise va fermer. Donc face à la crise, le dirigeant, il doit faire preuve de trois dimensions, de trois qualités. La première que je mets toujours en avant, c'est d'abord l'excellente condition physique. Parce qu'une crise, c'est quelque chose d'éprouvant et il faut maintenir et soigner son hygiène personnelle et son équilibre personnel. Il ne faut pas passer des nuits au bureau, il ne faut pas manger des sandwichs, faut être conscient qu'il faut faire du sport, il faut lever la tête, il faut s'aérer. Sinon, vous tenez une semaine, 2 semaines, mais au bout de quelques semaines, vous pétez les plombs parce que vous n'êtes pas capable de poursuivre cet effort. Donc, soignez votre situation, votre condition physique. Deuxièmement, il faut faire preuve d'une grande stabilité psychique. Parce qu'encore une fois, tous ces inputs négatifs, ils vous impactent sur le plan de l'émotion. Et donc, si vous êtes quelqu'un déjà un peu instable émotionnellement, vous allez passer par des hauts et des bas, ça va être très cyclotimique, ça va être compliqué. La stabilité psychique, c'est une qualité qui est importante dans cette situation de crise. Et puis la troisième dimension, c'est qu'il faut faire preuve d'intelligence. Vous allez me dire, c'est normal, d'acuité intellectuelle à son meilleur niveau pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, quand vous êtes confronté à une crise, vous avez une input d'éléments, encore une fois, tous négatifs, et vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, avoir cette capacité à synthétiser et à redonner du sens et de la confiance, c'est important, situation de crise, donc d'être intelligent. Il faut faire preuve également de courage et d'intelligence. Je dois vous dire que moi, lorsque j'étais chez Volkswagen, j'ai eu le courage de ne pas toujours suivre les recommandations que me donnaient mes chers amis de la maison mère en Allemagne. Et dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, j'ai dû prendre la décision courageuse, douloureuse, de se séparer d'un directeur général qui avait préparé l'événement. On était à 1 an de l'événement, donc ça a été difficile. J'ai pris le risque d'aller voir un avocat alors que je n'étais pas sûr que je pourrais le payer, cet avocat. J'étais allé le voir juste après l'article. Je pense que je vais devoir me séparer de ce type-là. J'ai quelques expériences de comment on licencie un collaborateur. Dans ma vie, je l'ai déjà fait, mais quand même, ça va être le dossier compliqué. Je vais avoir besoin de m'appuyer sur une assistance juridique. Par définition, je ne peux pas m'appuyer sur l'assistance juridique de l'organisation, puisqu'elle est sous l'autorité du directeur général que je veux licencier.
est-ce que vous voulez bien m'aider à monter ce dossier, sachant que je ne sais pas si je pourrais vous payer, parce que si j'arrive pas à le licencier, bah, je ne pourrais pas vous payer. Et l'avocat m'a fait confiance et on a réussi à trouver les bonnes solutions. Voilà. Donc il a fallu avoir le courage de s'affranchir des règles normalement qui auraient prédisposé que j'aurais dû m'appuyer sur les services juridiques de l'organisation. L'intelligence chez Volkswagen, c'était important aussi pour comprendre ce qui se passait, parce que aujourd'hui, la presse en a fait toujours des synthèses un peu superficielles, mais c'était très très complexe. Il y avait un aspect technique de logiciel avec des solutions techniques, des contextes juridiques qui étaient différents entre les États-Unis, l'Europe. Donc voilà, il fallait démêler tout ça pour comprendre ce qui se passait, redonner du sens et repartir en avant. Dans le cadre de la Coupe du Monde, on était confronté à des injonctions contradictoires. Il nous fallait optimiser le résultat financier pour l'héritage laissé au rugby, mais il fallait aussi doter l'organisation des moyens nécessaires à la sécurité de l'événement. Donc, c'est ces injonctions contradictoires qui rendent la complexité de la tâche. Alors, pourquoi il faut faire preuve de ces deux dimensions de courage et d'intelligence? Pour réfléchir et anticiper, repenser les conditions d'intervention et décider des actes neufs capables de retourner les situations les plus inextricables. Et en fait, la question fondamentale que doit se poser le dirigeant en situation de crise, c'est qu'il faut s'interroger lucidement sur sa capacité à gérer la crise. Parce qu'un dirigeant, à la fin, il est seul et il est confronté au doute face à l'idée qu'il se fait de la crise selon son expérience. Vous avez tendance à analyser ce qui se passe en fonction de votre expérience, en fonction de vos grilles de lecture, et il faut avoir la modestie, la lucidité, l'intelligence de s'interroger soi-même. Est-ce que cette grille de lecture est la plus pertinente? Est-ce que je ne me trompe pas finalement dans l'analyse que je fais? Et donc pour faire ça, il faut s'entourer. Il faut avoir la modestie de dire, peut-être que je n'ai pas tout compris, je dois m'entourer d'autres compétences, j'ai besoin de m'entourer avec un steering, avec éventuellement un coach qui vous apportera un éclairage extérieur. Et donc le dirigeant en situation de crise, pour moi, il y a deux qualités clés dont il faut qu'il fasse preuve. La première, c'est qu'il faut qu'il ait cette capacité de vision qui permet d'injecter du sens dans un environnement où, encore une fois, les choses sont se déliter, parfois même complètement explosées. Donc il y a le vide qui s'installe et donc il faut redonner du sens à l'organisation, aux collaborateurs, aux distributeurs. Donc il faut faire beaucoup preuve de pédagogie pour expliquer, pour communiquer. Donc capacité de vision d'abord. Ensuite, il faut faire preuve d'une aptitude à injecter de la confiance et de la cohésion quand, encore une fois, ce délitement s'installe. Et c'est ça les deux grandes qualités dont a besoin l'organisation en situation de crise de la part du dirigeant, de la vision et de la confiance et de la cohésion. Donc il y a un célèbre sociologue, je crois, ou économiste, qui a dit, il s'appelle Peter Drucker, qui a dit le positif de la crise, c'est qu'elle permet aux managers de mettre en place tout ce qu'ils ont appris. Et je dois vous dire que lorsque j'ai été confronté à ces problèmes difficiles de gouvernance dans l'organisation de la Coupe du Monde, le Rugby Gate, le fait d'avoir vécu cette première expérience avec le Dieselgate m'a beaucoup aidé, bien sûr, parce que je savais un peu à quoi j'allais être confronté et j'ai abordé les choses de façon beaucoup plus sereine. Alors, classiquement, dans le cadre d'une crise, il y a avant la crise, pendant la crise, après la crise. Il y a ces trois étapes. Avant la crise, moi, le message que je vous passe à tous, si vous n'avez pas été confronté encore à des crises, c'est de vous préparer. Vous préparez par des formations, des coachings, des séminaires, des jeux de rôle. Il y a plein de différentes modalités pour réduire cette angoisse de l'inconnu. Le fait d'avoir réfléchi déjà à ces sujets avant, le jour, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais vous êtes confronté à une crise, qu'elle soit importante comme celle que j'ai pu vendre, que j'ai pu connaître ou même de façon plus modeste, vous serez plus serein parce que vous aurez déjà travaillé sur ces sujets-là. Moi, j'avais pratiquement rien eu pendant 25 ans chez Renault, pendant une dizaine d'années chez Volkswagen, j'avais jamais rien eu en termes de formation lourde, à part ce petit séminaire sur le Gladiateur. Voilà. Donc, il faut vous préparer à ces sujets-là, à la crise. Il faut également essayer de réfléchir, quand tout va bien, à identifier les situations à risque. Parce que finalement, ce qui m'a frappé, moi, quand je levais la tête et que j'ai un peu benchmarké, que les crises, quand elles arrivent, c'est souvent pas par hasard. Ça arrive à un moment donné où, en général, tout va bien. Par exemple, si vous... Alors, j'ai pris quelques exemples. Alors, je vais vous parler de Perrier. Alors, pas la crise que vit aujourd'hui Perrier, mais plus anciennement, quand il y a eu des problèmes avec du benzène qui était dans les bouteilles de Perrier. C'est arrivé, comme par hasard, quand Perrier voulait s'implanter aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a eu une crise lourde qui avait touché Lactalis pour des sujets de lait pas bon pour les enfants, donc un sujet très sensible. Et c'était justement à l'époque où Lactalis était devenu le premier européen avec le rachat de Primalat,
Alstom avait été confronté à des graves problèmes effectivement de crise autour du sujet de corruption lorsqu'ils étaient menacés de la reprise par General Electric. Voilà, c'est ça en fait ce qui m'a interpellé, c'est que finalement les crises, elles arrivent souvent quand tout va bien. Et c'est là qu'il faut que le dirigeant ait la lucidité de dire aujourd'hui tout va bien, je lève la tête et je me challenge pour dire où peut-être je suis en situation de risque. Volkswagen, on était à l'époque sur une dynamique de succès exceptionnelle, on allait devenir le premier constructeur mondial, tout allait bien. Dans le rugby, tout allait bien également, de façon assez superficielle d'ailleurs, on s'est rendu compte après, mais il y avait cette forme de mégalomanie du directeur général qu'on n'avait peut-être pas très bien identifiée. Donc ce mapping des risques, c'est important de le faire parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et souvent, on a tendance à dire oui, c'est intéressant intellectuellement, c'est sujet de crise, mais c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et c'est quand tout va bien qu'il faut lever la tête et se préparer. Donc se préparer, faire ce mapping des risques, établir ses réseaux, c'est important. C'est important d'avoir des journalistes, je dirais, amis, des relais dans la presse, parce qu'en situation de crise, ils sont là pour vous aider. Moi, je suis sévère avec les médias en situation de crise, mais il y a quand même des gens très compétents dans les médias et avoir ces réseaux, ça vous aidera en situation de crise. Établir des relations avec les pouvoirs publics. Nous, chez Volkswagen, à l'époque, en 2015, il n'y avait pas de département corporate ou Rolex. On n'avait pas du tout établi ces contacts que j'ai dû établir en situation de crise en urgence avec les pouvoirs publics. Et puis, après, l'autre travail de fond, bien sûr, qu'il faut faire, c'est de positionner sa marque. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le cadre du Dieselgate, la marque Volkswagen, elle a fortement souffert pendant la crise, mais aujourd'hui, 10 ans après, ou même 4 ou 5 ans après, elle avait retrouvé les valeurs fortes qu'elle avait. Pourquoi? Parce que cette marque était très forte avant. Et je pense une autre marque aurait subi ce qu'a vécu la marque Volkswagen avec le Dieselgate, elle aurait peut-être disparu. Mais donc cette notion de résilience finalement de la marque, c'est important. Et ça se travaille avant. Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, malgré ces problèmes de gouvernance qui ont quand même un petit peu entaché l'image de l'événement, on peut dire que l'événement a été une réussite. Alors, on a fait ce qu'il fallait pour redresser la préparation et l'organisation, mais il y avait une telle appétence. Alors là, on parle peut-être pas de marque, mais pour l'événement, encore que Coupe du Monde de rugby, c'est une marque, World Rugby, c'est une marque. Donc il y avait une telle appétence pour cet événement ou pour cette marque que finalement, malgré ces problèmes de gouvernance, le succès de l'organisation de l'événement n'en a pas souffert. Donc la résilience, le travail sur le positionnement de la marque avant est important. Alors pendant la crise maintenant, moi je m'étais amusé à regarder finalement chez Volkswagen les différents stakeholders, les différentes parties prenantes auxquelles j'avais été confronté pendant cette crise. Et j'en avais identifié 18. Donc ça veut dire que, quelque part, vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Il faut avoir des priorités. Et moi, j'avais clairement pris la décision d'avoir 3 priorités. Moi, j'avais dit d'abord, il faut s'occuper des clients, il faut les rassurer. Il faut s'occuper du personnel, il faut expliquer au personnel ce qui se passe. Et il faut s'occuper des distributeurs, les concessionnaires, pour continuer à les motiver. Donc le personnel, enfin les clients, le personnel, les distributeurs. Alors pour les clients, par exemple, en termes de boîte à outils, il faut penser à anticiper ces dispositifs de com'. Parce qu'à un moment donné, on voulait envoyer un mailing aux clients pour leur expliquer ce qui se passait. Mais si ce mailing était bien préparé en amont, il vous coûtait 3 euros. Et si on l'a fait, ce qui était notre cas en catastrophe, ça vous coûtait 7 euros. Alors comme dans l'automobile, il y a les clients, c'est pas des dizaines ou des centaines, c'est des millions de clients. Vous imaginez tout de suite l'impact budgétaire. Pour les collaborateurs, c'est bien sûr une cible très très importante puisque c'est votre premier relais à l'extérieur. Quand ils rentrent le soir, leurs voisins leur parlent, entendu à la radio, à la télé, ce qui se passait. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Explique-moi ce qui se passe. Donc je passais dans les bureaux. J'ai beaucoup communiqué avec les collaborateurs par écrit pour leur expliquer ce qui se passait afin qu'ils soient capables de pouvoir être des premiers porte-parole de nos messages auprès de leur environnement extérieur. Les distributeurs, enfin, la troisième priorité, c'est important parce que eux, ils sont confrontés aux clients qui venaient les voir. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec ma voiture? Est-ce que j'ai des problèmes de qualité, de sécurité? Est-ce que je peux continuer à rouler? Donc, on les submergeait de Q&A régulièrement pour qu'ils n'apprennent pas par la presse, par les clients, mais qu'ils soient les premiers informés sur l'avancement du dossier. Là aussi, il y a des petits problèmes techniques de boîte à outils. À un moment donné, on s'est dit il faudrait qu'on informe aussi les collaborateurs des concessionnaires pour leur expliquer ce qui se passe. Donc, on s'est dit on va leur envoyer un mailing, on va leur envoyer des mails. Malheureusement, on n'avait pas les adresses mail des collaborateurs de réseau. Donc, tout ça, ça se prépare. Donc, c'est des petites recettes de boîte à outils.
Alors voilà, ça c'était mes 3 priorités, mais après il y en a une quinzaine d'autres, des parties prenantes. Par exemple, il y a la presse. Alors bien sûr, en situation de crise, la presse est un acteur fondamental. Là, l'important en termes de communication et de la presse, c'est d'avoir une stratégie, de définir votre stratégie et d'en rester maître, de ne pas réagir en étant le dos au mur et confronté au court terme. Faut pas hésiter à répondre hein, quand il y a parfois de la presse qui est malveillante et donc vous avez un droit de réponse qui est codifié avec des chartes, etc. Donc faut pas toujours considérer que vous êtes perdant face à la presse, vous avez le droit de réagir. Une interview, moi je considère que il faut intervenir à certains moments donnés là, en situation de crise, hein, pour porter le message de l'entreprise. Une interview, c'est un combat de boxe. Donc dans le meilleur des cas, il faut faire match nul, mais il faut surtout pas perdre. Donc il faut être motivé lorsque vous rentrez dans cette interview. Il faut bien préparer son message. Il faut que vous ayez une parole qui soit rare, donc précieuse. Moi, je vous citerai une expérience. Comme pendant longtemps, j'avais pas le droit de parler puisque mes bons Allemands de la maison mère me disaient no comment, vous avez interdiction de parler. Un jour, j'ai dit c'est pas possible, je peux plus tenir cette stratégie-là, il faut que je parle. Donc j'avais pris la décision de ne pas respecter les consignes de ma maison mère et de prendre l'initiative d'avoir une interview en exclusivité avec un journal, Le Figaro pour pas le citer. Et voilà, je fais mon interview avec Le Figaro, donc je sors de l'interview que j'avais bien préparée avec mes salles, etc. Et donc, j'étais très content de mon interview. Je sors de la salle de l'interview, du bureau où on fait l'interview, avec le journaliste qui me raccompagne. Et le journaliste me dit, vous devez être content parce que ça y est, vous avez pris la parole. Je dis oui, je suis content parce qu'on avait un peu marre d'être cet autiste qui peut pas parler. Et en me disant ça, je me dis là, tu as dit une connerie, je pense qu'on n'aurait pas dû dire ça. Et donc, comme j'avais négocié l'exclusivité de l'interview, j'avais aussi en contrepartie négocié la relecture, ce que les journalistes n'aiment pas en général. Et donc là, je relis le papier qu'a préparé le journaliste et je vois comme titre l'autiste prend la parole. Voilà. Donc ça, c'est un petit message, c'est que sur une interview, il faut être du début jusqu'à la fin sur ses gardes et faire très très attention, bien sûr, au message que vous passez. Alors bien sûr, j'ai fait corriger tout ça puisque j'avais négocié la relecture. La presse, c'est important en situation de crise. Les pouvoirs publics, c'est un autre stakeholder très très important. Il faut que vous sachiez que les pouvoirs publics, ce dont ils ont horreur, c'est de ne pas savoir, de ne pas être informés. Donc il faut entretenir la relation, il faut les mettre dans la boucle, que ça soit peut-être en confidentialité, mais il faut leur donner des informations. Chez Volkswagen, à l'époque, on n'avait pas du tout investi dans cette dimension-là. Il n'y avait pas de lobbyistes, il n'y avait pas de personnes en charge des relations extérieures. Donc voilà, il faut travailler cette dimension-là et faire attention aussi au calendrier, parce qu'à l'époque, il y avait une ministre de l'Environnement qui s'appelait Ségolène Royal et qui avait décidé de faire la vérité sur le sujet des tests des moteurs, et donc avait lancé une grande commission pour faire les tests elle-même. Donc elle avait pris un panel, un échantillon de moteurs et elle faisait ces tests. Il se trouve que les conclusions de ce test ont fait ressortir que les moteurs qui étaient les plus sûrs, les plus propres en termes d'émissions, c'était les moteurs Volkswagen. Donc elle était un petit peu embêtée par rapport aux conclusions du test, et donc elle a fait sortir la conclusion du test le 1er août, ce qui fait comme ça, personne n'en a parlé. Donc voilà, faut vous soyez aussi très attentif au calendrier des décisions gouvernementales. Un autre acteur important en situation de crise, c'est les ONG. Alors, les ONG, elles sont bien sûr aujourd'hui souvent à la pointe sur les sujets des crises qui concernent les entreprises. Il faut que vous sachiez qu'elles ont souvent des budgets contraints, donc elles ciblent leurs entreprises, hein, elles choisissent leur combat, et lorsqu'elles ont choisi une cible, bon, bah, elles ne la lâchent pas, donc avec un impact législatif souvent important pour eux. Alors ensuite, il y a bien sûr l'autre stakeholder, c'est la justice. Là, il ne faut pas hésiter à réagir si vos droits sont bafoués. Faut bien être conscient que la justice, c'est la justice qui dit le droit, c'est pas la presse ni l'exécutif. Donc voilà, il faut faire attention. Par exemple, les tests de cette fameuse commission royale, ils n'avaient aucune base réglementaire, donc on était, bien sûr, on avait alerté sur les dangers de cette démarche. Alors ensuite, il y a un autre stakeholder auquel vous êtes confronté, et quand vous êtes patron, c'est pas un stakeholder avec lequel vous travaillez tous les jours, en général, c'est la police. C'est tout ce qui concerne les dimensions de perquisition, de convocation à des interrogatoires. Donc ça, c'est des choses assez dures à vivre pour un patron parce que c'est pas votre réalité au quotidien. Perquisition, c'est quelque chose de sévère pour une entreprise parce qu'un jour, vous apprenez, quand vous n'êtes pas à votre bureau, ou vous le découvrez en arrivant à votre bureau, qu'il y a une dizaine de gendarmes ou de policiers accompagnés d'avocats qui sont là, qui vont saisir les ordinateurs, qui vont saisir les smartphones. Et donc, c'est traumatisant pour l'entreprise et pour le personnel. Il faut pouvoir expliquer. Et puis, il faut aussi l'organiser, parce que je vous raconterai une petite anecdote. Mais moi, lorsque chez Volkswagen, on avait une perquisition, ils nous avaient copié les boîtes mail, bien sûr, mais aussi, ils avaient saisi tous les BlackBerry à l'époque. On avait des BlackBerry.
Donc je remets mon BlackBerry au gendarme qui me le demande gentiment et je lui dis, bah, vous me le rendez sous combien de temps? Et là, il me dit en rigolant, voilà, monsieur ou pauvre monsieur, je sais pas, parce que je vais le ramener au bureau, ça va peut-être prendre des semaines, des mois, je sais pas combien de temps il va nous falloir pour copier votre BlackBerry. Et il me dit, je fais ça pour tout votre comité de direction. Donc vous êtes dépouillé, vous et votre comité de direction, vous êtes dépouillé de vos outils smartphone. Vous imaginez ce que c'est pour une entreprise, l'agenda, les réunions, les contacts. L'entreprise est décapitée, donc il fallait en catastrophe rééquiper toute l'équipe de BlackBerry, donc c'est des choses qui se préparent et qui s'anticipent. Il faut aussi penser à la communication interne, il faut informer les collaborateurs de ce qui s'est passé. Finalement, une perquisition, c'est une démarche assez banale hein, dans le cadre de procédure, c'est pas pour autant que l'entreprise sera condamnée. Donc voilà, mais il faut communiquer auprès de vos collaborateurs. Vous êtes aussi confronté, ça je l'ai eu dans le Dieselgate et dans le Rugbygate, pour des enquêtes pénales dans le Rugbygate sur mon directeur général que j'ai licencié. Donc vous êtes convoqué à des interrogatoires, des auditions par la police, et ça aussi c'est des choses assez traumatisantes, vous n'êtes pas habitué à vivre ça. Et donc là, vous êtes accompagné dans le meilleur des cas par vos avocats, et le message que vous donneront vos avocats, c'est de ne pas faire l'intelligent. Pas faire l'intelligent. Alors, c'est pas quelque chose de spontané, on a plutôt tendance à vouloir être intelligent dans la vie, en tant que chef d'entreprise, à expliquer ce qui s'est passé, et surtout, c'est surtout ce qu'il faut pas faire, il faut être très concis, il faut répondre de façon brève aux questions fermées des gendarmes ou des policiers. Alors ensuite, vous avez les avocats. Vous êtes confronté effectivement à ce monde toujours un petit peu noir. Peut-être qu'il y a des avocats qui écoutent, mais c'est vrai que c'est là aussi, c'est pas des choses que vous confrontez, auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Savoir que pour moi, la bonne définition de l'avocat, c'est qu'il éclaire la route, vous aide à prendre les décisions, mais il faut pas non plus toujours faire ce que vous recommandent les avocats. Parce que moi, parfois, j'ai eu deux, trois exemples très concrets où les recommandations que me faisaient mes chers avocats m'emmenaient dans une situation délicate. Par exemple, j'avais été convoqué à une audition à l'Assemblée nationale. Et mes avocats m'avaient dans un premier temps conseillé de ne pas y aller en disant juridiquement vous n'êtes pas obligé d'y aller, n'y allez pas. Bon, ok, c'est ce que j'avais répondu, sauf que le buzz négatif démarrait. La députée qui m'avait convoqué commençait à balancer des posts en disant vous voyez, il a des choses à se reprocher, il refuse de venir. Donc j'ai dit à mes avocats vous êtes gentils, mais je pense que là votre recommandation elle est pas bonne et j'ai décidé d'y aller. De la même façon, à un moment donné, la justice française a voulu convoquer un ingénieur allemand pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Mes Allemands m'ont dit nous on n'y va pas, on n'est pas obligé d'y aller. Nos avocats nous disent que techniquement, juridiquement, on n'est pas obligé d'y aller. On n'y va pas. Je leur ai dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que vous allez faire une erreur, ça va être très mal interprété. Et finalement, je les ai convaincus d'y aller et ça s'est bien passé. Donc voilà, de temps en temps, il faut être capable d'interpréter aussi et de pas toujours suivre de façon très disciplinée les recommandations qui peuvent vous être faites par vos avocats. Alors après, il y a les agences de com de crise. Alors ça, moi j'étais un peu réticent au début et finalement j'en ai pris une et je le recommande parce que c'est important pour plein de raisons. D'abord, ça vous rassure. Encore une fois, vous êtes dans une situation d'angoisse, d'inconnu. Donc avoir des gens externes avec lesquels vous pouvez échanger de façon non hiérarchique, c'est important pour vous rassurer en termes de manager. Ça vous apporte du recul parce que c'est des gens qui ont l'expérience des crises et donc qui vous permettent de réfléchir. Ça vous ouvre des portes. Ça, c'est important parce qu'en général, ils ont les réseaux dans les pouvoirs publics, dans la presse, et donc ils vous facilitent ce travail-là. Ils vous aident à rédiger. Parce que moi, j'ai découvert qu'en situation de crise, on a beaucoup à écrire finalement. On a communiqué avec ses collaborateurs, avec ses distributeurs pour expliquer ce qui se passe. Donc rédiger, ça prend du temps, sauf si vous êtes naturellement talentueux. Moi, c'est pas mon cas, donc ça prenait du temps. Et puis surtout, enfin aussi, ils vous aident à faire ce qu'on appelle avec la presse le off. Donc le off, c'est de prendre en confidentialité un journaliste pour lui expliquer un certain nombre de choses que vous n'auriez pas été capable de dire en officiel, et que le journaliste respectera. En général, j'étais étonné, j'étais un peu sceptique, mais finalement ça marche. Donc les journalistes respectent ce off, et donc ça vous permet de passer un certain nombre de messages qui seront après repris sans que vous soyez cité. Après, l'autre stakeholder, c'est la maison mère. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, la maison mère, elle avait explosé. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Tous les circuits s'étaient délités. Mais donc, c'est quand même important d'avoir identifié dans les maisons mères quelles sont les personnes clés, les personnes utiles. Et là aussi, il faut aussi, comme pour les avocats, être conscient qu'à un moment donné, vous devez prendre un peu de liberté par rapport aux consignes
qu'on vous a donné. Je vous ai cité mon expertise, mon expérience sur cette interview avec Le Figaro. Quand j'avais décidé de prendre la parole, c'est clair que je me suis fait engueuler par mes Allemands, qui m'ont dit, enfin pas moi directement, mais ils ont engueulé ma responsable de la presse en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas bien. Puis finalement, après, quand ils ont vu l'interview, ils m'ont dit finalement bon, c'était pas mal, vous avez eu raison. Bon voilà. Mais donc faut avoir le courage de pas toujours faire ce qu'on vous recommande de faire. Il y avait également aussi ce qu'avaient mis en place les Allemands à l'époque chez Volkswagen, c'était ce qu'ils appelaient le clearing, c'est-à-dire que tout ce qui était écrit devait être soumis à leur validation. Donc, bon, je peux vous dire que de temps en temps, moi, j'avais pris quelques libertés avec ce clearing, parce que sinon, c'était très procédurier. Alors ensuite, il y a plein d'autres stakeholders, hein. Il y a les syndicats. C'est important d'avoir aussi de la pédagogie avec les leaders pour leur expliquer ce qui se passe. Il y a les actionnaires. Attention au risque de manque d'infos. Les fournisseurs, les concurrents. Alors qu'en situation de crise, il y a des concurrents qui peuvent parfois ne pas être tout à fait très solidaires, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Donc faut être conscient de ce stakeholder-là. Il y a les syndicats professionnels. Moi, il se trouve qu'à l'époque, quand j'étais patron de Volkswagen en France, j'étais aussi le patron du syndicat des importateurs d'automobiles. Et il se trouve qu'un de mes collègues, membre du syndicat des importateurs, de façon très solidaire, avait demandé ma démission. Voilà, considérant que je ne pouvais plus représenter l'industrie automobile des importateurs vu ce qui s'était passé. Et quelques mois après, j'ai appris, je ne citerai pas son nom, que lui aussi était concerné par les mêmes problèmes. Voilà, donc mais il faut être conscient de ces sujets-là. Il faut faire attention faut entretenir ses relais amis, les agences de com, les loueurs longue durée, les partenaires, etc., qui peuvent vous aider. Et puis, il faut soigner, encore une fois, son environnement personnel, comme je vous l'ai dit. Alors, pendant la crise, les priorités du dirigeant, c'est de coordonner, de communiquer, de prendre du recul. Il faut créer ce steering. Moi, c'est ce que j'avais fait avec mon image du gladiateur. Là, revenant du bureau du week-end le lundi, j'avais créé un steering où j'avais réuni tout mon comité de direction, élargi à des N-2 qui me semblaient être des spécialistes importants sur ces sujets-là. Et j'avais mis en place ce steering qui nous avait permis de refédérer, c'est aussi un team building, de refédérer toute l'équipe autour de cette volonté de s'en sortir. Et en fait, ce qui m'avait frappé dans ce steering, c'est que la crise, c'est aussi un révélateur des talents et des personnalités. Et moi, je dis qu'en situation de crise, les bons, les très bons, les excellents, ils se révèlent. Moi, j'ai découvert des gens qui n'étaient pas toujours mes N-1, mais des N-2, des N-3, qui se sont révélés en situation de crise excellents, qui ont performé. Des gens que je n'avais pas identifiés comme étant des gens au potentiel, mais qui se sont révélés. Et inversement, je dirais, les bons se révèlent d'un côté, mais inversement, les moyens, je dirais, pour pas dire les gens plus faibles, ils se cachent, ou là, ils explosent complètement. Donc c'est ça qui m'a frappé en situation de crise, c'est que vous avez une extrapolation finalement des qualités des collaborateurs. Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, moi j'ai dû dans l'urgence, après avoir viré mon directeur général, le remplacer à un an de la crise. Et puis pour tout vous dire, j'étais un peu dépourvu dans un premier temps. Et puis j'ai identifié une personne dans l'organisation qui était le numéro 2, tout simplement, et qui était quelqu'un de vraiment qui n'était pas mis en avant par le numéro 1, et qui s'est révélé un choix tout à fait judicieux et pertinent, puisqu'il a fait un travail exceptionnel pour redresser l'organisation de l'événement et faire en sorte que ça soit une belle réussite. Donc voilà, faut faire attention aux gens qui vous entourent. Voilà, pendant la crise, alors, important aussi pendant la crise, c'est d'identifier une plume, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit, qui sait écrire, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup à écrire. Et moi, j'avais identifié une personne que je connaissais pas plus que ça, mais qui s'est révélé avoir un talent pour. Je le recevais 5 minutes dans mon bureau pour lui expliquer ce que je voulais. Il revenait 2 heures après, il avait rédigé 3 pages. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux parce que ça fait gagner beaucoup de temps. En situation de crise, il faut faire 3 choses. Il faut protéger, remédier et rectifier. Et avant tout, la priorité, elle doit être aux victimes. Et là, quand je regarde un peu en levant la tête ce qui s'est passé, il y a des très bons benches. Par exemple, il y a le Tylenol avec Johnson & Johnson, BP, Tesla, donc, qui ont eu des belles réactions en termes de crise en priorisant vraiment la réponse aux victimes. Il y a des contre-benches comme Lactalis, qui je pense mal réagi, ou la crise qu'avait subi Facebook. Il faut communiquer. Et alors la communication en termes de crise, elle est compliquée parce que vous avez un chevauchement des temps qui complique la communication de crise. Parce que la crise dans l'opinion, elle se développe en 3 phases. Il y a d'abord, je reprends le Dieselgate, l'émotion.
Vous avez les patrons allemands. L'émotion, c'est ces patrons allemands, sans foi ni loi, qui tuent avec leur moteur pollué. Donc ça, c'est la phase émotionnelle. Après, vous avez la phase du questionnement. Mais comment se fait-il que la législation a pu laisser faire des choses pareilles? Et puis après, il y a la phase de la réparation. On va les faire payer. Donc ces trois phases, malheureusement, enfin, elles se chevauchent. Donc c'est compliqué. Il faut les approvisionner, les apprivoiser, faute de totalement les maîtriser. Et toujours en ayant en première prise de parole la volonté d'être de modestie, d'humilité, de s'excuser. C'est important de commencer par s'adresser aux victimes. C'est fondamental. Dans le cadre de ma première prise de parole avec Le Figaro, j'avais commencé effectivement par présenter mes excuses au nom de l'entreprise auprès des propriétaires des véhicules qui avaient été impactés. Lors de la Coupe du Monde de rugby, on avait eu quelques petits incidents lors du premier week-end à Marseille, avec des spectateurs anglais avinés qui étaient arrivés un petit peu trop tard, mais on avait également présenté nos excuses. Il faut bien soigner, il faut bien définir sa stratégie en termes de com, comme je vous l'avais dit. Il faut aussi qu'elle ait une forme qui soit très, très structurée, avec une double dimension, de l'empathie, de la sympathie, de l'honnêteté d'un côté. Mais en même temps, il faut faire preuve de sérénité, il faut être clair, il faut être ferme dans les messages. Il y a un bon benchmark qui est un peu ancien, mais c'était à l'époque, il y avait entre Total Énergie, enfin Total et EDF, toutes les deux entreprises avaient été confrontées à une crise au même moment. C'était pour EDF des tempêtes qui avaient ravagé les installations électriques et les Français étaient privés d'électricité au moment des fêtes de Noël. Et au même moment, il y avait eu des bateaux affrétés par Total, enfin, qui avaient eu des tempêtes, des marées noires en Bretagne, Total et Ricard. Et donc les deux patrons, François Roussely pour EDF et Thierry Desmarais, avaient dû communiquer. Et je vous rapporte toujours cette anecdote où finalement François Roussely s'en était très bien sorti chez EDF et Desmarais chez Total pas du tout. Il ne comprenait pas pourquoi. Desmarais disant à Roussely, je ne comprends pas, moi j'ai juste une petite marée noire, toi tu vas condamner tous les Français à ne pas avoir d'électricité au moment de Noël, mais tout se passe bien pour toi. Et pourquoi? Tout simplement parce que Roussely avait fait preuve de grande humilité en prenant la parole et en disant, écoutez, je ne sais pas si on va y arriver à rétablir l'électricité rapidement pour Noël, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous les collaborateurs de l'entreprise sont mobilisés pour le faire. Alors qu'inversement, Desmarais de Total avait renvoyé la responsabilité à l'affréteur et donc n'avait pas eu ce même discours d'humilité. Donc la prise de parole du patron est fondamentale en situation de crise. Il faut s'excuser, il faut être crédible, il faut faire preuve de transparence. Et la com, elle doit être incarnée par le dirigeant en situation de crise. C'est important. Pour moi, le meilleur contre-bench, c'est ce qui s'est passé avec Lactalis, où pendant quelques semaines ou quelques mois, le numéro 1 de Lactalis a refusé de prendre la parole et en déléguant cette prise de parole à son responsable de la communication ou des relations extérieures. Et ça, c'est pas bien, parce que ça soit le patron qui doit être sur le feu à ce moment-là et qui doit incarner l'entreprise et la communication de l'entreprise. Mais en même temps, il faut protéger le dirigeant. Moi, j'ai l'expérience du patron de Volkswagen de l'époque, qui était Monsieur Muller, qui se déplace aux États-Unis. Et donc, long voyage en avion, décalage horaire, et à la descente de l'avion, il a des micros, c'est responsable de com, lui organise une interview à la descente de l'avion, il maîtrise pas très bien la langue anglaise, et là, il fait une grosse connerie en termes de com, et ça remet un coup de communication négative sur le sujet, alors que donc il avait été mal protégé finalement par son équipe en termes de communication. Donc la communication, moi je la résume en termes de crise en 3 mots. Il faut simplifier, grossir et répéter. SGR, simplifier, grossir et répéter. Donc il ne faut pas toujours vouloir faire preuve d'intelligence trop sophistiquée, mais il faut simplifier, grossir et répéter sa communication. Vous devez faire attention aussi à ce que maintenant on appelle le journalisme d'investigation, avec des gens des journalistes qui se spécialisent dans ces sujets-là. Pour moi, il y a un bon bench là, c'est un homme politique, Estrosi, le maire de Nice, qui avait imposé le direct en fait dans le cadre d'une prise de parole pour éviter effectivement que vos propos soient coupés et soient déformés. Voilà, donc, et ce qui est important aussi dans la crise, c'est de nommer la crise. Par exemple, nous, chez Volkswagen, on était plutôt contents qu'on parle du Dieselgate et non pas du Volkswagen Gate. C'est clair que c'était plus important pour l'entreprise. Il faut avoir une communication qui soit transparente
régulière, avec un message qui soit clair. Il faut plutôt under-promise et over-deliver. Alors ça, c'était pendant la crise. Après la crise. Alors la crise, comme disent les Japonais, c'est à la fois un danger, mais c'est aussi une opportunité, parce qu'encore une fois, certains s'en sortent bien. Et donc, comme l'a dit le célèbre économiste, journaliste, économiste Jean Boissonnat, il y a pire qu'une crise, c'est une crise qu'on ne comprend pas. Donc il faut bien analyser après la crise ce qui a été impacté. Est-ce que c'est la marque? Est-ce que ce sont les produits? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est le process? J'ai cité par exemple la résilience de la marque Volkswagen. Il faut savoir que dans le groupe Volkswagen, les gens avaient bien réagi après la crise en changeant la stratégie, en accélérant sur l'électrique, en changeant l'organisation, en voulant mettre en place une organisation plus décentralisée, en responsabilisant les opérationnels et en changeant la culture avec plus de modestie, plus d'humilité, en abandonnant le fameux slogan Das Auto et en ayant une stratégie de marque plus modeste. Il y a des risques après la crise. Pour moi, le risque majeur après la crise, c'est l'excès de compliance, parce que vous êtes soumis à, vous êtes confronté à ces problèmes de compliance excessif et ça peut tuer l'entreprise. Je sais que Siemens, qui avait été confronté à des graves problèmes de corruption aux États-Unis, après, pendant quelques années ou quelques mois, a subi très fortement cet excès de compliance qui faisait que finalement vous vous occupez plus du business, vous occupez essentiellement de vous assurer que ce que vous faites est conforme à la règle. Donc c'est quand même un peu, il en faut bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Voilà, donc sur la Coupe du Monde, là aussi, on avait bien tiré les retours d'expérience de ce qui n'avait pas marché en termes de gouvernance, sur la nomination des dirigeants, sur un pouvoir qui aurait dû être plus partagé, sur des instances de contrôle qui auraient dû fonctionner. Donc on a fait ce travail qu'on livre maintenant d'ailleurs pour les autres grands événements sportifs, sur des principes de gouvernance qui évitent les dérives qu'on a pu connaître. Voilà, donc en termes de conclusion, moi, le message clé que je vous passerai, c'est encore une fois, c'est de se préparer. C'est quand tout va bien de prendre le temps de lever la tête pour réfléchir, parce que, encore une fois, quand ça vous tombe dessus une crise, c'est que vous n'êtes pas réfléchi, vous n'avez pas réfléchi, vous n'êtes pas préparé, c'est compliqué. Donc, formez-vous, entourez-vous, et encore une fois, retenez bien que la définition de la crise en chinois, c'est danger, mais c'est aussi opportunité. Voilà. Merci beaucoup Jacques. Je vais maintenant laisser la parole à Maëlle puisqu'il y a des questions qui nous sont parvenues. Et merci beaucoup, Jacques, pour ce partage. Alors, on a pas mal de questions. La première est, vous avez évoqué la notion de culpabilité. Vous êtes-vous senti coupable dans les deux crises que vous avez vécues et avez eu à traiter? Écoutez, oui, il y a cette notion de culpabilité, mais qu'est-ce que je dirais? Non, chez la première crise, pas du tout, parce que je, je me sentais plutôt responsable. J'étais pas du tout au courant de ces sujets, c'était des sujets techniques de moteur, et en tant que patron d'une autre filiale commerciale, vous ouvrez pas le moteur, donc j'étais pas du tout, je me sentais pas du tout responsable des problèmes techniques qui avaient pu générer la crise. Donc non, je me sentais plus injustement mis sur le grill, quoi, de façon excessive, parce qu'après, sans rentrer dans le détail, on s'est rendu compte que ça concernait finalement toute l'industrie, c'était beaucoup plus compliqué que ce que les médias en avaient fait le rapport. Donc j'ai plus eu à cœur de défendre l'entreprise. Finalement, j'ai mouillé la chemise pour l'entreprise, pour défendre les collaborateurs, pour redonner de la confiance, enfin, tout ce que vous expliquez dans mon propos, pour remobiliser en tant que patron, quoi. Je me suis senti plutôt impacté par ça. Sur la Coupe du Monde de rugby, ça a été plus compliqué parce que quelque part, il y a eu peut-être un peu une notion de culpabilité au sens où euh, là, ce que j'ai pu me reprocher, c'est de ne pas avoir pu identifier les indices ou les petits facteurs de risque, quoi, qui auraient pu identifier les dérives avant et faire en sorte qu'on traite le sujet de façon plus soft et moins dans l'urgence. Bon, là, en tant que président du comité d'organisation, je me dis là, j'ai pas pu choper les quelques petits signes à qui a posteriori que a posteriori j'ai identifié comme étant finalement des signes de dérive, quoi. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui est, vous parlez donc de la presse et des journalistes, mais qu'en est-il des réseaux sociaux? Bah, ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop identifié encore. Il y a 10 ans, c'était moins présent avec
le VV Gate, mais le Dieselgate, mais c'est vrai qu'après on l'avait mis en place, on faisait une veille. Dans le rugby, et ça on l'avait suivi, c'était plus récent. Donc effectivement, on veillait, on surveillait, on monitorait ce qui se passait, on essayait de suivre un peu ce qui se passait, hein, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus que monitorer les choses, mais il ne faut pas vouloir rentrer dans la réaction à tous les délires que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas réagir à tout, quoi. Merci. Si vous deviez faire une chose différemment dans la gestion de ces deux crises, quelle serait-elle? Moi, alors sur le rugby, c'est tout le retour d'expérience qu'on a fait, c'est la gouvernance. C'est tous les grands principes de gouvernance. C'est ce qui n'avait pas malheureusement été appliqué sur l'organisation, enfin les choix, les grands principes de gouvernance de l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby. Donc c'est comme par exemple, avoir des processus de nomination qui soient très structurés, très transparents, où on fait un appel à candidature, on fait un appel à un chasseur de tête, on, on reçoit plusieurs candidats, on regarde un peu leur passé, parce que si on avait fait tout ça, on aurait identifié qu'on mettait en place un directeur général qui était potentiellement à risque. Et que du coup il aurait fallu peut-être le faire quand même, mais au moins mettre en place une gouvernance plus équilibrée, avec un pouvoir plus partagé, alors qu'il y avait un président qui avait aucun pouvoir et un directeur général qui avait tous les pouvoirs, donc un pouvoir plus équilibré, avec des instances de contrôle qui étaient formelles mais qui n'avaient pas non plus de pouvoir. Voilà, donc on a vraiment bien identifié tout ce qui avait conduit à la dérive dans le terme de gouvernance et qui aurait pu être évité avec des principes de gouvernance différents. Donc, et ça, effectivement, on peut se reprocher de ne pas l'avoir fait avant. Merci beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à un directeur en situation de crise qui ne bénéficie pas du soutien de la direction générale? Directeur qui n'a pas le soutien de sa DG, Ouais. Oui, bah, c'est compliqué pour lui, parce qu'en situation de crise, il faut plutôt se serrer les coudes. Et comme je le disais, moi, ce qui m'a frappé, c'est la révélation des personnalités des gens. Mais c'est peut-être, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir dans les guerres, les gens qui résistent, c'est les gens qui collaborent, quoi. Et souvent, on l'a bien vu à la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, c'est des gens qui sont sortis un peu de nulle part. On ne pouvait pas identifier en amont qui serait résistant ou qui serait collaborateur, mais c'est un peu pareil en situation de crise. Il y a des gens qui se révèlent, des gens exceptionnels qui se révèlent, comme j'ai dit, moi j'étais frappé par ça, et d'autres qui s'effondrent complètement, quoi. Donc c'est là où vous voyez quand même la vraie personnalité des gens. C'est un révélateur, la crise. merci beaucoup. Je pense que j'ai encore le temps d'en poser au moins une. Qu'en est-il de co-construire la gestion de la crise avec les salariés? Oui, les salariés, je pense qu'il faut surtout il faut les informer, il faut les associer, il faut surtout leur donner des messages, parce que la crise, elle doit être gérée par le management. Je pense que vos collaborateurs, il faut que ça soit des relais pour passer les messages. Donc, mais là, en situation de crise, vous êtes vraiment dans du top-down. Il faut que le patron soit sur les barricades, quoi, et que le management, que le comité de direction soit au feu pour entraîner tout le monde, quoi. C'est la guerre, quoi. Donc, il faut que les officiers ils soient devant et pas derrière planqués. Donc les collaborateurs, encore une fois, moi que ce soit à la Coupe du Monde ou chez Volkswagen, ils vous regardent, quoi. Ils attendent que vous agissiez, que vous les rassuriez, que vous leur expliquiez, parce qu'ils sont perdus et ils ont un besoin de réassurance, de confiance, de vision. Donc voilà, ça c'est votre rôle de management, c'est plutôt de les associer de cette façon-là, de façon assez descendante. Merci beaucoup. Alors je vais poser une dernière question. Pour le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby, trouvez-vous normal que vous n'ayez pas été rémunéré alors que vous êtes de fait devenu un président exécutif?
Écoutez, c'est les règles d'un groupement d'intérêt public où le président du conseil d'administration ne peut pas être rémunéré, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui interpelle parce que c'est autant dans un premier temps, c'était un job encore une fois assez honorifique, mais pendant 1 an et demi à 2 ans, j'ai fait ça, c'était plus qu'un plein temps, et c'est vrai que j'ai fait ça de façon tout à fait bénévole, mais c'est les règles du droit public, voilà, c'est comme ça, mais ça pose question. Voilà. D'ailleurs, je repars là sur une Coupe du Monde de foot unifiée. Donc, c'est une Coupe du Monde pour des personnes en situation de handicap intellectuel, si ça intéresse des personnes. Voilà, on va organiser ça l'été prochain à Paris. Et donc, je suis président de ce comité d'organisation, là aussi, encore une fois, de façon bénévole. Bon, merci. Alors, merci Maëlle, merci infiniment Jacques pour ton intervention évidemment passionnante. Alors, vous retrouverez ce replay sur notre chaîne YouTube et nous annoncerons ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, je vous invite à nous suivre et n'hésitez pas à contacter Jacques sur LinkedIn si vous avez des questions. Et bien évidemment, je peux également vous communiquer ses coordonnées. Je vous donne maintenant rendez-vous le 19 juin pour notre prochaine Delville Academy et je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci Je vous à souhaite vous. une très très belle journée. Merci encore Jacques. Bye bye. Merci.